Alors dans la continuité de Innopolis, donc là j'ai le plaisir sur cette table, on va parler un peu des territoires, de la dynamique des territoires, de l'attractivité des territoires, des difficultés des territoires ruraux. Et donc cette attractivité, on va aborder le sujet avec monsieur le maire de la ville de Monteux, au nord du Luberon, mais vous allez nous situer exactement Monteux. Donc Christian Gros, vous êtes maire d'une collectivité. Alors expliquez-nous un peu comment vous vivez cette attractivité territoriale. Alors, je suis effectivement maire de Monteux, 13 000 habitants à l'est d'Avignon, 20 km d'Avignon, et je suis président aussi d'une agglo de 51 000 habitants avec 5 communes. Et d'une certaine manière, le développement local, c'est notre ADN. Alors, on est petite ville de demain, c'est certain, mais on n'a pas attendu petite ville de demain pour travailler sur le développement local. C'est en quelque sorte, c'est notre ADN, quoi. Et l'ADN, et donc cette culture du développement nous a amené à apprendre à travailler. Notamment, pour faire le développement local, il faut 3 choses. Il faut une certaine vision du territoire, de l'avenir, il faut de l'organisation et il faut être opportuniste. Oui. Et l'opportunisme, justement, là on saisit l'occasion de Monteux cœur de ville. Voilà. Alors au quotidien, comment vous gérez? Vous avez bien sûr un territoire assez dense, assez étendu. Comment concentrer justement cette attractivité? On le voit avec la période post-Covid où on cherche bien sûr par des moyens à être en proximité pour développer le télétravail, ce qui est une aubaine pour les territoires ruraux, mais derrière il faut développer des services. D'accord. Alors dans un premier temps, nous on a fait un projet de territoire. 5 communes c'est plus facile que 50. Et donc on a élaboré un projet de territoire qui nous sert de fil rouge. Et on a embauché aussi, dans le cadre des petites villes de demain, on a embauché un chef de projet, 3 managers de centre-ville, on a parlé tout à l'heure avec mon collègue ici présent, et on a embauché également un directeur du service économique qui s'occupe très spécialement de l'attractivité du territoire. Donc il y a des techniciens qui bossent là. D'accord. Alors justement, comment amener ces personnes qui vont vous apporter une fonction technique sur un territoire? Il faut les trouver. Il faut que je raconte un petit peu quand même l'histoire de mon territoire. Bon, moi je suis maire depuis 33 ans, ça fait beaucoup. Et je suis maire d'une commune, d'un vieux bourg agricole qui a été en déclin. Et j'ai été élu sur un programme de développement économique, de développement plus largement, très bien. C'est-à-dire, à partir d'une ville pauvre, faite de gens pauvres, comment faire une ville heureuse et prospère. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par travailler sur le développement économique. Premier développement économique classique. Après, on a diversifié. On a fait une ZAC à vocation touristique autour d'un lac. Avec 2 parcs d'attraction et 1000 logements. L'idée, c'est qu'on est pauvre, on est des gens pauvres, mais si on veut faire des choses, il faut de l'argent. Donc l'argent, on va le faire, on va le produire. Et à partir du moment où le privé est capable de faire de l'aménagement et de gagner de l'argent en faisant l'aménagement, pourquoi le public ne serait pas capable de faire de l'aménagement et de produire de la richesse? Donc on a aménagé 108 hectares, on a installé des parcs et on a fait une machine à sous aussi. La machine à sous, c'est les parkings qu'on a gardés. Bon, d'accord, mais parking, ça rapporte, quoi. Un parking, oui. C'est facile à faire. Surtout dans les zones touristiques. Surtout dans les zones touristiques. On a 4000 places de parking et notre ZAC autour du lac, elle avoisine le 1 million de visiteurs. Et donc, je vais me faire plaisir. Zone d'attractivité. Du Vaucluse. Un peu, d'une certaine manière. On a plus de visiteurs que le Palais des Papes et le Pont Saint-Bénézé réunis. Bon, voilà. Parce qu'il est plus facile de se garer. Parce que c'est facile de garer, mais aussi parce qu'on a une cible particulière, quoi. On a réfléchi à la cible. La cible, c'est quoi? C'est le jeu, c'est les enfants. Voilà. Et donc ça, c'est important d'être en cohérence avec ça. Alors justement, vous me parlez des besoins financiers d'une structure. On a le grand argentier de l'État qui est présent. Donc cette fonction dont François Panouillet qui nous rejoint, donc, qui est chargé de la mission Smart City, donc la Banque des Territoires. Donc justement, comment la Banque des Territoires peut aujourd'hui intervenir sur ce développement Smart City pour les territoires ruraux? Donc, François, nous on se connaît depuis longtemps. Quelle est l'action de la Banque des Territoires pour justement des collectivités comme celle où est présent Monsieur Gros? Bonjour à tous. Comme pour Monteux, comme pour finalement les 1646 villes du programme Petites Villes de demain, la Banque des Territoires est très impliquée. Impliquée d'une part via nos
notre cœur de métier historique, Bien qui est sûr. le financement de projets via des prêts ou via de l'investissement auprès d'acteurs privés. Et on a mis également pour ce programme le paquet, si je peux dire, sur tout ce qui concerne les questions d'ingénierie. On aide beaucoup les petites villes à mener des études pré-opérationnelles. Ces études, elles se font par des experts, mais on considère, et ça c'est là où je veux en venir sur l'innovation, on considère que pour élaborer son projet de territoire, il est souvent nécessaire d'écouter les citoyens, de les entendre, de les associer. Et donc on a voulu offrir la possibilité aux 1646 petites villes de demain de bénéficier gratuitement pendant un an d'un dispositif de participation citoyenne en ligne, la plateforme Purpose, sur laquelle chaque petite ville peut mener un budget participatif, une consultation citoyenne, une boîte à idées, de manière à associer un maximum les habitants de son territoire. Alors on le voit bien dans les territoires, c'est la grande différence entre la Smart City et le territoire intelligent. Smart City, ce sont des moyens technologiques que l'on déploie. Le territoire intelligent, justement, c'est l'inclusion citoyenne, le rendre justement accessible. L'intelligence, elle est dans la collectivité, bien évidemment, et c'est comment l'accompagner. Alors on parlait d'audit, d'accompagnement. Il se matérialise comment cet accompagnement pour les territoires ? Alors, évidemment, moi on considère que la Smart City, c'est pas qu'une ville bardée de capteurs ou de caméras. C'est ce qu'on vient de dire, c'est vraiment une ville qui sait s'appuyer sur l'intelligence collective, l'intelligence humaine. Et donc on a voulu mettre à disposition des petites villes ce dispositif porté par une start-up qu'on connaît bien qui s'appelle Cap Collectif et qui permet encore une fois à chacune des petites villes de se saisir de une dizaine d'outils de participation citoyenne. Donc ça va de la cartographie participative au simple questionnaire. J'avais récemment au téléphone une élue de votre région, monsieur le maire, qui souhaitait, dans un cadre d'un projet de redynamisation de son centre-ville, de réaménagement, déplacer le monument aux morts. C'est une question parfois un peu sensible. Elle a voulu consulter la population et on note des taux de réponse très élevé pour les petites villes, 20, 25, 30% pour la petite ville en question. Voilà. Alors justement, on le sent bien, on voit bien que cette période, on a une période qui était déjà un enclenchement qui était fait avec une prise de conscience de cette génération des milléniums qui souhaite préserver son environnement. Mais aujourd'hui, post-Covid, ces 2 ans globalement de Covid, on sent qu'il y a un engouement et qu'il y a une vraie volonté participative. Donc on parle bien sûr du dialogue participatif, on parle des fonds participatifs, mais justement cette attractivité, comment vous arrivez à la canaliser pour un territoire? Vous êtes le pilote, vous apportez des outils d'ingénierie, vous proposez auprès de la collectivité ces outils, et ensuite la collectivité a les moyens de les mettre en œuvre? Alors à vrai dire, le premier des pilotes, c'est la collectivité. C'est dans l'ADN finalement du programme Petite Ville de demain que de partir des projets des territoires. Ensuite, la NCT, l'État pilote, la Banque des territoires est un partenaire particulier, si je pourrais dire, de la NCT. Et on s'efforce, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre le paquet sur l'accompagnement à l'ingénierie à travers le cofinancement d'études, mais aussi à travers le cofinancement de chefs de projet de petites villes de demain et précédemment à travers le cofinancement également de managers de centre-ville dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan de relance après la crise Covid. Alors justement, on parle de centre-ville, on parle de ces managers au centre-ville. Donc là aujourd'hui, on a donc Thibaut Carpentier, qui est délégué CMCV, donc qui est le club des managers de centre-ville. Alors justement, Thibaut, comment on redynamise un centre-ville, puisqu'on a dit on essaye de faire de l'attractivité, mais pour autant il faut leur délivrer des services. Donc vous êtes un élément essentiel dans la dynamique des territoires. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, le manager, il a un poste un peu difficile parce que c'est un super couteau suisse. Nous, on a tous les 2 ans, on fait un baromètre métier des managers. En moyenne, un manager exerce 40 métiers différents. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, aller bien les chercher. Et bien les chercher, ça veut dire qu'on va, malheureusement pour certains, pas aller chercher des gamins qui sortent de l'école. On va aller prendre des gens qui ont 40 ans, qui ont une expérience professionnelle, qui viennent de la grande distribution, qui viennent de la communication, de l'urbanisme, etc. On va qualifier les métiers. L'intervenant précédent a bien parlé de manager de centre-ville. Il faut savoir qu'on a défini 3 niveaux de manager. On a le manager commerce qui s'occupe de travailler avec les commerçants, l'union commerciale sur l'animation du commerce. On a le manager de centre-ville qui est sur une stratégie
commercial de centre-ville. Donc lui, son travail, c'est de discuter avec des propriétaires, avec des nouveaux porteurs de projets, avec la mairie, etc., pour faire rentrer l'avenir du commerce. Puis on a un troisième niveau de manager, qui est un manager ville et territoire, qui lui a la fonction supérieure au niveau de l'EPCI, de travailler sur l'équilibrage de toutes les polarités commerciales. Oui. Et pour faire ça, on les forme. Ce qui nous amène aussi indirectement à former les élus. Parce qu'un des vrais problèmes qu'on a, il faut en être conscient, c'est que par exemple les lois sur l'urbanisme commercial changent à une vitesse stratosphérique, c'est-à-dire grosso modo sur un rythme effréné de tous les 2 ans, et que les années intermédiaires, on nous colle des lois qui impactent sur le commerce sans jamais parler de commerce. Exactement. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un bloc qui est la loi sur climat et résilience, sur la loi 3DS, mais je pourrais aussi ajouter la loi anti-gaspillage parce qu'elle parle aussi de commerce. Et donc aujourd'hui, on a un vrai travail avec les élus pour leur dire, allez pas dans l'innovation pour l'innovation. Il y a un point important déjà, c'est quoi nos acquis? Et monsieur le maire a dit quelque chose de très important qu'on oublie toujours, c'est qui la cible? C'est-à-dire on vise qui? On vise la population, on vise des touristes, on vise des actifs non résidents. C'est important parce que c'est plus les mêmes moyens, c'est pas les mêmes formes de commerce, c'est pas les mêmes actions. Donc il y a un vrai travail de stratégie à faire en amont en disant c'est quoi les acquis, on les consolide. Les consolider, et je pense que mon voisin, monsieur le maire, vous me serez d'accord avec moi, ça s'écrit dans un truc qu'on appelle des documents d'urbanisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des documents d'urbanisme en France sont vides de sens. Il n'y a rien dedans. Et une fois qu'on a fait ça, on va chercher, et c'est tout le travail d'Action Cœur de Ville et de Petite Ville de demain, ça ne sert à rien d'innover quand les autres ont déjà fait. Donc on va leur piquer les bonnes idées, on va développer les bonnes idées. Et il reste une toute petite marge d'innovation, qui est finalement pas le plus important, mais qui va faire la spécificité du programme, qui est de dire, c'est quoi la spécificité de mon territoire, c'est quoi le génie de mon territoire que le voisin ne va pas pouvoir me piquer, et c'est là-dessus que je vais faire l'innovation. Alors l'ADN territoire, donc c'est un sujet important. Quand on parle d'attractivité, on voit aussi la pression immobilière. Donc il faut avoir une disponibilité foncière, donc pouvoir recréer des nouveaux espaces. La dynamique de cœur de ville est un peu complexe. On voit beaucoup de commerces fermés parce que tout simplement la mise aux normes de ces commerces est parfois complexe, parfois coûteuse. Donc les bailleurs n'ont pas forcément à mettre à disposition. Comment on arrive, je suppose en travaillant avec les chambres consulaires, avec la collectivité, avec les différentes instances, comment on arrive à recréer une vraie dynamique de territoire? En mettant en place les outils tout simplement. On a des textes de loi qu'au fond on ne connaît pas. Vous prenez la taxe sur les friches commerciales par exemple, vous pouvez les utiliser en taxe, mais vous pouvez les utiliser en préventif, en disant aux propriétaires, voilà, si ça ferme et si ça reste fermé trop longtemps, je tape. Les 2 premières années, je vais être gentil, je ne charge pas, la 4e, je charge. Je rajoute à ça l'ancien article 18 de la loi CTPE qui est passé maintenant dans le Code de l'environnement qui dit l'état d'un commerce ne doit pas nuire à l'activité de ses voisins. Exactement. Vous êtes dans un périmètre de type opération de revitalisation territoriale, vous faites sauter le bail tous usages en disant vous êtes obligé de séparer les étages du commerce et donc de louer les deux séparément. Vous avez plein d'outils qui permettent, et puis vous avez des outils de pilotage très fins que malheureusement la plupart des élus ne connaissent pas. Je vais vous en citer un qui est l'association foncière urbaine, qui date quand même de 1967 en termes légaux, que seuls nos amis alsaciens ont utilisé. N'y voyez aucun effet, qui a été remis au goût du jour en association foncière urbaine de projet, sur lequel le CEREMA a beaucoup écrit, qu'on a remis à jour dans la nouvelle forme de CRAC qu'on a intégrée dans la loi 3DS, où une mairie peut accompagner les propriétaires dans la définition d'un plan, en disant nous on fait notre partie étude parce que un propriétaire tout seul dans un bâtiment qui fait 100 mètres au sol, quand il va développer des mètres carrés, les places de stationnement, les trucs, les machins, il ne sait pas gérer. Donc nous, ville, on va gérer pour vous. Vous créez l'association à plusieurs pour avoir la surface nécessaire. Si 60% des propriétaires représentant 60% des mètres carrés s'accordent sur le sujet, ça s'applique à tout le monde. Nos amis de la Banque des Territoires sur le projet vont financer le projet parce qu'il est équilibré. Il a ce qu'on appelle dans notre immonde jargon un taux de rendement et donc il est actif. Et donc les outils existent, on sait les faire marcher. Il faut simplement sécuriser le périmètre entre guillemets en ayant des outils légaux mis en place pour que les acteurs privés se disent c'est sécurisé pour 20 ans, je peux investir. La Banque des Territoires, elle ne va pas investir pour 5 ans. Si les foncières, par exemple, que monte la Banque des Territoires,
Et je sais qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas monté, et je sais pourquoi sur certains territoires. C'est parce que le territoire n'est pas sécurisé. Oui, d'accord. Alors justement, on le voit, donc en fait, le maire qui roule un rôle de gendarme entre ses citoyens, aujourd'hui devient un gendarme aussi sur la gestion foncière de son territoire. Je dirais pas gendarme, je dirais régulateur. Régulateur. Parce que régulateur, c'est je fixe les règles. Oui. Ceux qui les acceptent, on travaille avec eux et on peut très bien faire. Il y a un outil qui n'est pas légal au sens strict du terme, mais vous avez plein de villes qui l'ont fait. Vous prenez Châteauroux, qui a accompagné 50% des commerçants qui s'installaient en finançant la première année 50% de leur loyer. Je crois que c'est 35 la deuxième, 15 la troisième. Il faut savoir que le taux de chute d'un commerçant qui s'installe à 3 ans, 3-5 ans, c'est 50%. Okay, eux, sur les 35 premiers, il y en a 33 qui ont survécu. Sur les 50 qu'ils ont créés, Covid compris, ils sont à 44 qui ont survécu. Ouais, ça leur a coûté, l'ensemble du financement sur 3 ans, ça leur a coûté 180 000 euros. Je préfère investir 180 000 euros pour accompagner 50 commerces que 400 ou 50 000 euros pour faire une préemption. Donc c'est le rôle accompagnement, régulation. Vous acceptez les règles du jeu, je vous accompagne. Vous les acceptez pas, je vous taxe. D'accord. Alors c'est pas le gendarme. Non, c'est pas le gendarme. En fait, dans la notion de gendarme, c'est celui qui porte les armes, c'est le terme existant. Mais globalement, ces armes dont vous disposez, vous, en tant que maire, Christian Gros, est-ce que vous êtes suffisamment informé quand on est un petit territoire? Est-ce qu'on a suffisamment de manière à être fléché ou il faut aller les chercher? Il faut aller les chercher, c'est évident. Ça ne vient pas tout seul. Il faut être actif et aller chercher les événements. Alors je peux raconter un peu, apporter mon témoignage par rapport à la problématique que vous avez posée tout à l'heure, comment revitaliser les centres-villes. Bon, moi j'avais au départ, je vous ai dit, une ville pauvre, d'accord, et un commerce de proximité qui déclinait. En 1995, j'avais 4 boucheries, à la fin de l'année, j'en ai plus une. Elles avaient fermé les unes après les autres, bon, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas attendu que ça continue comme ça. J'ai réuni mes commerçants. Je leur ai demandé, qu'est-ce qu'on fait? Vous crevez les uns après les autres, ou bien on retrousse les manches et on fait des choses ensemble. Ils ont commencé par me dire, faites et on verra. Je dis non. Non, ça ne marche pas. Ou on fait ensemble, ou non. Donc on a parlé. Assemblée générale, etc. Création d'une commission extra-municipale du commerce. Et puis on a organisé la migration de tous ces commerces qui étaient dans un centre-ville intramuros, moyenâgeux, dispersé, pas attractif du tout. Ensemble, on a décidé de prendre le tour de ville, qui est une zone commerciale naturelle. Ils sont installés là. Alors on a vraiment géré le changement, c'est pas évident, quoi. Je pense. Et le premier qui est sorti, au bout d'un an, il a dit j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Ils sont tous sortis. En 5 ans, on les a tous sortis. Bon, voilà. Alors, notre objectif à nous, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de réhabiliter le centre-ville, de le rénover. Et d'abord, on a créé de la richesse en faisant des zones d'activité touristique, mais ensuite, on veut travailler quand même sur le centre-ville. Une fois que nos commerçants ont vidé le centre-ville, le intramuros, qui sont installés autour, eh bien, j'ai voulu réhabiliter ce centre et j'ai fait une erreur. Je me suis adressé à des promoteurs pour qu'ils construisent. Or, le marché immobilier avait complètement chuté. Alors, ils ont déposé des permis et tout ça. Il n'y a jamais eu personne qui a voulu acheter quoi que ce soit. Donc on a dit stop. On a dit stop, on change notre fusil d'épaule et avant de réhabiliter le bâti, on va ramener de la vie. En 2010, on a créé une association de partenariat public-privé, de management de centre-ville. On a embauché notre premier manager de centre-ville, et on a ramené de la vie. Comment? Dans les friches commerciales, on a mis des artisans d'art, des artistes. On n'a pas de monument historique dans Monteux. On a fait des trompe-l'œil, 40 trompe-l'œil un peu partout, grâce à eux d'ailleurs. Voilà, on a un café associatif, etc. Et puis aujourd'hui, on est en train d'amener des services publics. Une microfolie, une école de musique, comment ça s'appelle, une maison de l'enfance, etc. On ramène de la vie. Et en même temps, on a réhabilité un îlot complètement grâce à une SPL, une société publique locale, qui a été mise en place par le département, de manière à externaliser à la fois le financement et les travaux. Bon. De manière à montrer aux investisseurs privés qui, eux, vont travailler sur le logement, qu'il y a une volonté politique en action. Et là, justement,
notre SPL a réhabilité un premier bâtiment qu'on a racheté nous ensuite grâce à un prêt dont je vais parler de la Banque des Territoires qui est vraiment exemplaire. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont réhabilité, la SPL? Un vieux bâtiment, vétuste. Ils m'ont fait 11 meublés de tourisme, 8 ateliers d'artisan d'art et 4 commerces. On a racheté ça 2 millions d'euros. 2 millions d'euros grâce à un prêt exemplaire, je me répète, je le souligne, de la Banque des Territoires, sur 50 ans. 50 ans, avec 5 ans de différé d'amortissement. Voilà, c'est pratiquement du prêt qu'on fait pour les logements sociaux. Bien sûr, quand l'État a voulu faire du logement social, il a mis ce type de prêt à disposition. Et aujourd'hui, si on veut vraiment réhabiliter les centres-villes, il nous faut ce type de prêt. Ce n'est pas avec des prêts bancaires classiques à 15 ans ou à 20 ans, on n'y arrive pas. Et puis les communes sont tellement limitées d'un point de vue budgétaire, elles ne peuvent pas prendre sur leurs propres ressources l'investissement. Par contre, oui, qu'elles fassent de l'animation, parce qu'il faut l'animer tout ça. C'est important. Alors, en termes de financement, en ce qui me concerne, moi, je suis très favorable à l'externalisation. Oui. Alors, il faut de la... ma femme dit que je joue au Monopoly, mais il faut acheter, quoi. Il faut acheter ce qui est stratégique. Alors, on a acheté parce que pour aider les commerçants à sortir, on a acheté leur friche commerciale. Bien sûr. On a acheté également parce que chez nous, les marchands de sommeil, c'est fructueux. Bien sûr. D'accord, voilà. Et on s'est doté comme ça d'un patrimoine immobilier qu'on a refilé à la SPL qui le porte financièrement. Avec un prêt sur 15 ans. Et ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je travaille actuellement avec la Banque des Territoires pour inventer un produit que j'appelle, en ce qui me concerne, microfoncière, qui porterait le bâti au très long cours avec des financements apportés par la Banque des Territoires sur 50 ans. Quoi. Voilà. De manière à libérer la ville de ce portage financier et que la ville, justement, puisse se consacrer vraiment à l'animation. C'est un peu le principe des SIC, ce qu'on appelle les SIC, les SIC foncières, où on peut justement générer du partenariat public-privé en gardant la maîtrise et surtout la gouvernance du projet. Voilà, il faut garder la gouvernance. La ville garde la gouvernance. C'est important. Ce qui me concerne. Vous êtes l'exemplarité, c'est-à-dire que le territoire, c'est l'exemplarité, c'est la collectivité. Donc vous êtes obligé, je dirais, en fait, de montrer un peu l'exemple à la fois en développement durable, en sobriété, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais je considère que les élus aujourd'hui, les maires, ont cette mission justement de donner l'exemple et que l'action publique a un véritable sens, quoi. Et aujourd'hui, ce témoignage, il est important parce que justement, c'est un peu aussi le point, c'est qu'on a été dans une période de profond changement. On a encore de nouveaux qui s'annoncent, bien évidemment, mais ce qui marche quelque part peut être transposé assez facilement. Tout à l'heure, Thibault Le Carpentier parlait justement d'un exemple, donc d'un résultat d'exemple. Tout ne fonctionne pas partout. Par contre, il faut pouvoir aussi bien prendre en considération l'ADN et la motivation du territoire. Et partir du territoire. Oui. Et ce que je viens de raconter, c'est valable chez moi, c'est pas nécessairement valable ailleurs, quoi. Oui. Donc il faut s'adapter. Et moi, j'ai toujours dit, quand on me demande comment j'ai fait et quel est mon mérite, il se résume en une phrase. Oui. Je sais où j'habite. Je le dis comme ça. Non, mais je sais où j'habite, je veux dire. Je prends en considération mon terrain, mon territoire. C'est ça mon territoire. C'est avec ça. Et moi, j'avais 2 atouts. J'avais la pauvreté, mais j'avais 2 atouts. Premier atout, la géographie. Très bien situé. Positionnement géographique, on était à 10 minutes de l'autoroute. Je confirme. D'accord. Et on avait un foncier agricole en déshérence. Là. Voilà. On a acheté le foncier et puis on a tiré parti du fait qu'on avait une bonne position géographique. Messieurs, merci beaucoup. Je pense que cet exemple était important et il faut aussi parler un peu de ce qui marche. On parle souvent de ce qui ne fonctionne pas, donc de parler de ce qui marche. Et puis je pense que c'est aussi très important d'avoir une attitude. Est-ce qu'il y a une petite précision que vous voulez apporter justement dans cette étude, de montrer cette dynamique, François ? Je pense également que c'est toute la spécificité de ce programme, presque de pouvoir faire du cousu humain, du sur-mesure, du cousu humain, et de s'adapter à chaque territoire. Il va falloir mesurer les impacts et analyser tout ça, évaluer. On est en train de travailler à un outil qui s'appuierait sur les données, les données ouvertes, un outil de data visualisation qui permettrait un peu de donner les premiers éléments d'évaluation du programme. J'espère que ça pourra sortir prochainement et que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, bien sûr.
Oui, bien sûr. Sur le prêt de la Banque des Territoires. Oui, est-ce qu'il faut le dire à tout le monde? Parce que c'était peut-être quelque chose qui vous était personnel. Non. C'est la stratégie financière. Donc ça concerne tout le monde. Et moi je suis très content quand tout se développe autour de moi. Oui, ce prêt dont j'ai parlé, il m'a servi à acheter ce que j'ai dit. Meublé de tourisme, commerce, etc. C'est un prêt fructifère. En ce sens qu'il a un effet levier de 1 à 5. Quand je rembourse 1, je rentre 5. Et donc, ça me permet, avec les cartes de Delta, d'absorber la gestion. Ça me permet de financer des équipements qui ne sont pas fructifères. Les maisons de l'enfance, Microfolie, école de musique et compagnie. Voilà. Et donc, il m'apporte un prêt de 2 millions d'euros qui me produit des recettes fiscales, enfin des recettes locatives. Avec ça, j'ai la capacité d'emprunter 10 millions. Sans avoir cet effet-là. Donc c'est pour ça que je suis en train de baratiner sans rentrer dans la courbe de Fonzi ou en leur disant ça des dérives. M'a donné 1, mais avec ça je peux rembourser 5 fois plus, c'est-à-dire 10. Alors justement, Thibaut, c'est vachement important. La dimension financière est essentielle. Oui. Il faut des moyens, c'est clair. Oui, alors je voudrais revenir justement là-dessus, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de villes qui ont essayé de faire toutes seules. Alors, ce qui ne veut pas dire que les SPL ne marchent pas, mais j'insiste sur un point, quand on a créé Action Cœur de Ville, c'est un peu moins vrai pour Petite Ville de demain vu la taille, mais Action Cœur de Ville, il a été conçu à la base, pas pour que les emprunts soient pour le public, mais que les emprunts soient pour les acteurs privés. En fait, à la base, on a conçu un système, ce qui a beaucoup déçu certains maires qui ont cru que l'argent était pour eux, mais en fait, l'argent n'était pas pour eux, c'était en fait dire, et c'est bien ce qu'on a mis dans le texte de loi. Dans le texte de la loi Elan, on a dit, un acteur privé qui arrive en centre-ville, c'est open bar. Il fait ce qu'il veut en mètre carré, il n'y a plus de commission départementale d'aménagement commercial, on simplifie à mort le système pour que l'argent arrive. Et donc, on avait très bien prévu ce système. Il y a beaucoup d'acteurs privés aujourd'hui qui sont prêts à revenir en centre-ville. Leurs deux conditions, c'est quoi ? Sécurisez-nous le paysage en termes de qu'on soit sûr que la politique ne va pas changer au changement de mandat, qui est quand même un peu important, parce qu'on est quand même sur des logiques à 20 ans. On a 35 ans de stabilité là. Mais quand vous empruntez à 25 ans, ne pas avoir la visibilité sur la stabilité des mandats, c'est un peu inquiétant. Et la deuxième logique, c'est rentrons dans des vrais modèles économiques. Et vrai modèle économique, c'est de dire à un moment donné, comme monsieur le maire l'a très bien dit, il y a des activités qui sont rentables. Puis il y a des activités, genre économie sociale et solidaire, c'est pas rentable. Donc il faut le dire. Et il faut peut-être équilibrer les deux, mais il faut savoir ce qu'on met à quel endroit, pourquoi on le fait. Et il faut sortir de la logique qu'on a vue à certains endroits. À des endroits, il y avait 4 bouchées, on n'en remettra pas 4. Et c'est peut-être pas une boucherie qu'on va ouvrir, mais une boucherie-restaurant. Et ça pose des problèmes parce que quand vous allez voir, moi j'ai le cas. Moi, je suis dans une ville où on veut ouvrir un commerce, on en ouvre 3 d'un coup, qui est en même temps une boucherie, une poissonnerie et un restaurant, parce que c'est les 3 s'équilibrent économiquement pour des questions de gestion de déchets, de logistique, etc. Le banquier a un peu de mal à comprendre. C'est ce qui a été fait à la Halle de la Major à Marseille. Donc si vous voulez, très clairement, la finance, le financement est important, mais ça ne se finance que sur un projet, et ça ne se finance que quand votre projet est viable et qu'on a calculé un vrai taux de rendement et qu'on ne s'est pas fait plaisir, mais qu'on a calculé réellement avec des vrais prix de loyer, pas ceux dont on rêve, mais ceux qu'on va obtenir. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'argent c'est très facile à trouver. C'est beaucoup plus facile à trouver qu'on imagine. Trouver des bons projets, trouver des projets où on sent que les acteurs sont engagés, où on sent que la mairie va suivre. Moi j'ai un cas, je ne peux pas vous dire la ville et pour cause, mais où puisqu'on a développé une foncière au sein du club des managers de centre-ville qui est justement sur ce principe public-privé. Et on a dit l'étape 0, c'est la municipalité passe tous les outils nécessaires à l'urbanisme commercial. La municipalité a refusé de les passer. Les investisseurs ont dit on n'y va pas. Voilà. C'est pas sécurisé. Vous n'êtes pas capable de nous dire que vous sécurisez le territoire. Vous êtes une ville patrimoine, j'ai même pas d'AVAP. C'est-à-dire que vous refusez d'avoir une contrainte de ville patrimoine. Et vous voudriez qu'on investisse, alors là c'est du lourd, qu'on investisse entre 80 et 120 millions d'argent privé. Et avec notre ami la Banque des Territoires qui a dit en même temps que les acteurs privés, les deux ont dit de conserve, non. Bien sûr. Donc en fait, c'est un équilibre. Je pense que le l'équilibre vrai est important. projet, la notion, c'est projet
engagement. Oui. Après, l'argent. Je n'ai pas dit que c'est facile à trouver, mais s'il y a le projet et l'engagement, vous inquiétez pas, on le trouve. Messieurs, merci beaucoup. On est en un timing parfait et puis on va se faire un plaisir de pouvoir commenter vos différentes présences sur ce stand. Merci beaucoup encore de votre patience.